Avant de donner la parole à Marie-Claude Daïdé qui vous présentera le conférencier, qui est monsieur le professeur Pierre Ancet, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'espace de réflexion éthique Occitanie. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde sache très bien ce que c'est l'espace de réflexion éthique d'Occitanie. Je voudrais simplement vous dire que c'est une structure institutionnelle qui dépend du ministère de la Santé, qui a été créée en 2012. Ces structures, il y en a une par région, et elles ont des missions qui sont celles d'acculturer à la réflexion éthique dans les sciences de la santé et de la vie. Nous avons deux grands axes de travail. D'une part, c'est ce que nous allons faire ce soir, c'est-à-dire que nous allons parler du handicap, essentiellement dans un environnement, je crois, de soignants, mais pas que. Donc nous avons à aider à réfléchir à l'éthique dans le monde soignant, c'est-à-dire dans le monde sanitaire, médico-social, accompagnant, etc. Et puis, nous avons d'autres missions qui sont les missions que nous demande d'effectuer le Comité consultatif national d'éthique, dont nous sommes le bras territorial, qui consiste à proposer une acculturation des citoyens au travers de divers types de manifestations autour de grands sujets d'éthique de la santé et de la vie. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, la fin de vie, le genre, etc., etc. Voilà. Donc, ce sont nos activités. Nous avons un site internet que je vous conseille d'aller pouvoir aller visiter, dans lequel nous avons toutes nos manifestations. Et en particulier, nous en avons quelques-unes prochainement. La semaine prochaine, au niveau du musée des abattoirs, Soigner la campagne. Le 7 juin, nous avons une réunion des structures éthiques de la région autour du thème comment et par qui serons-nous soignés demain. Et fin juin, le 27 juin, une conférence par un autre philosophe autour de thématiques de neurotechnologie et de l'homme amélioré. Voilà. Donc, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je vous remercie de votre présence et de votre intérêt à cette manifestation. Je pense que vous allez pouvoir écouter avec attention et puis interagir éventuellement avec notre conférencier, M. Pierre Ancet. Je vous précise également qu'il y a quelques livres qui sont à votre disposition, livres qu'il a écrits si vous êtes intéressé à la fin de la séance. Voilà, et donc je donne la parole à Marie-Claude Daïdé, qui est une de nos chargées de mission, très fidèle et très active dans l'espace de réflexion éthique. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous présenter Pierre Ancet m'est un peu facilité ici dans cette salle, puisque vous avez été un temps toulousain. En 2003, je vous ai entendu pour la première fois au CHU, une conférence organisée par le comité d'éthique du CHU qui s'intitulait « Les vies fragiles et la notion de santé parfaite ». Un sujet, me semble-t-il, qui ne vous a pas quitté depuis, mais vous avez quitté Toulouse pour une région chère aux œnologues, et vous êtes donc directeur de l'Université pour tous de Bourgogne, professeur des universités en philosophie à l'Université de Bourgogne, mais aussi chercheur au laboratoire interdisciplinaire de recherche Société, Sensibilité, Soins, à l'unité mixte de recherche du CNRS de l'unité de Bourgogne, et vous êtes également co-responsable du pôle éthique et vulnérabilité. Parmi vos thèmes de recherche, des recherches centrées autour de la personne âgée et de la personne handicapée, à travers le vécu du corps et le vécu du temps. Également la question des normes, notamment à travers l'articulation entre normes sociales et normes biologiques. Un autre axe de recherche qui est l'expérience du corps vécu,
sous l'angle de la perturbation du corps propre face au corps difforme et face au grave handicap physique. Vous avez donc axé votre travail sur le handicap et le vieillissement, mais aussi la santé et la vulnérabilité, et vous êtes auteur et co-auteur de nombreux articles et de plusieurs livres sur ces thèmes. Alors je vais évoquer quelques-uns de ces ouvrages. En 2006, par un ouvrage intitulé « Phénoménologie des corps monstrueux », un ouvrage qui nous aide à comprendre ce qui se produit en nous face au corps difforme d'un individu et nous pousse à penser que c'est un monstre. En nous confrontant aux limites de notre tolérance, la grande difformité physique nous révèle nos craintes liées au corps mutilé, dégradé, non viable. Elle suscite des peurs irrationnelles de contamination et des fantasmes de métamorphose, mais aussi des angoisses rationnelles en touchant à la fragilité de l'organisme et au vécu intérieur du corps. En 2009, un autre ouvrage paraît sous le titre « Vieillir dans la dignité, un combat pour demain », qui là est un ouvrage collectif. Cet ouvrage se veut un livre manifeste qui réunit les contributions de spécialistes de différents domaines, médecins, soignants, psychologues, juristes, philosophes, sociologues, unis par la conscience d'un nouveau défi de société, un combat pour que la vieillesse soit dans un avenir proche, plus douce, mieux reconnue, un peu plus acceptable. Alors je crois que le combat, il est peut-être pour demain, mais il est aussi beaucoup pour aujourd'hui. En 2012, paraît un autre ouvrage qui s'appelle « Dialogue sur le handicap et l'altérité, ressemblance dans la différence », que vous avez coécrit, coélaboré avec Marcel Nuss, qui hélas nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Marcel Nuss, qui était écrivain et conférencier, consultant et cofondateur du collectif Handicap et Sexualité. Alors pour prendre conscience de la proximité du handicap, disiez-vous dans cet ouvrage, il suffit d'affirmer la présence à soi et aux autres de toute personne humaine. Nous sommes faits pour nous entendre et pour nous comprendre, pour voir comment, dans la différence, brillent encore plus nos ressemblances. Les auteurs de ce livre nous convient ainsi à accéder à la puissance libératrice du dialogue pour se réapproprier ces vérités. En 2003, donc le plus récent de vos ouvrages, si je ne me trompe pas, s'intitule « Handicap visible, handicap invisible ». C'est un ouvrage collectif issu du 16e séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap. À travers des exemples précis, les auteurs nous invitent à comprendre en quoi l'image de soi des personnes en situation de handicap peut être largement touchée par les effets de l'apparence. Que leur handicap soit très visible ou invisible. Les atteintes organiques peuvent tellement attirer le regard qu'elles font disparaître la personne, ses capacités ou sa personnalité sous le handicap. Inversement, le fait d'être porteur d'une différence invisible peut créer des difficultés sociales. Alors, je ne vous ai pas parlé d'un ouvrage paru avant celui-ci en 2021, qui est « L'épreuve du temps ». Accident, répétition, rythme et handicap. Je ne vous en ai pas parlé parce que le titre de la conférence de ce soir, « Vivre avec un handicap est-elle une vie handicapée ?» est issu de cet ouvrage et que c'est Pierre Ancet qui va en parler bien mieux que je ne saurais le faire. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là et de me permettre de réfléchir avec vous sur ces thématiques. Je vais vous présenter l'argument de la conférence qui se trouvait sur l'annonce de celle-ci. Quand on a tendance à faire d'une vie avec un handicap une vie handicapée, n'est-on pas purement et simplement dans la projection? Ne sommes-nous pas en train d'imaginer ce que ressent l'autre à sa place? C'est bien souvent le risque. Donc, méfions-nous du raccourci que l'on fait lorsqu'on considère une vie en extériorité, lorsqu'on la considère en troisième personne, sans se préoccuper de ce que disent les gens en première personne. Quand vous dites, ou quand on entend, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue, est-ce qu'on a véritablement réfléchi à ce qu'est cette expérience de vie?
Voilà un enjeu éthique. Le vécu du corps d'une personne, son vécu du temps, dont je vais parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont il se projette dans l'avenir, dont il vit une vie qui peut-être aura une espérance plus restreinte, une espérance de vie plus restreinte que la plupart d'entre nous. Est-ce que c'est une vie qui a moins de valeur ? Vous le savez, dans un monde de la performance, de l'efficacité, on a tendance à valoriser certaines formes de vie. Et là, justement, mon propos ce soir sera de nous faire réfléchir à ce que l'on dévalorise ordinairement. Si on entre dans cette dévalorisation, eh bien on aura ce qu'on peut appeler un point de vue validiste. Le point de vue validiste, c'est le point de vue de celui ou celle qui se pense valide, de celui qui va considérer qu'une vie qui serait très différente de la sienne serait forcément plus difficile. Or, une vie humaine n'est pas à jauger par l'intermédiaire de la difficulté, par exemple de l'atteinte organique, mais elle est à juger par l'intermédiaire de l'expérience. Et cette expérience, elle peut se nourrir de la difficulté. Et oui, les vies humaines se nourrissent aussi de la difficulté et pas seulement de la facilité. Je n'ai pas dit que vivre avec le handicap était facile, mais j'ai dit qu'on pouvait aussi se nourrir de la difficulté. Pour tenir compte de la vie des personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, je vais, plutôt que parler de situation de handicap, reprendre une expression qui m'a souvent été proposée, celle d'une vie avec un handicap, mais en considérant le handicap dans son acception à la fois organique, c'est un trouble lié à une atteinte qui peut être physique, sensorielle, etc., et dans son acception sociale. Le handicap, c'est l'ensemble. C'est à la fois la difficulté que l'on rencontre dans le rapport que l'on a avec les autres en société et une atteinte particulière. Ce handicap, il peut s'inscrire profondément dans ce qu'on se sent être. Et quand on parle de vivre avec un handicap, ça veut dire qu'il faut bien vivre avec. Même si on aimerait que la vie soit différente. Un ami dont je vous reparlerai tout à l'heure me disait « J'aimerais bien en être libéré un jour du handicap, mais bon, ça fait partie de moi et j'ai vécu avec. Et ça faisait partie de sa personnalité. » Pour certains d'ailleurs, cette spécificité qu'ils n'appelleront pas alors strictement handicap, eh bien ça fait partie de leur identité. Et là aussi, ils se sont construits avec cette identité particulière. Et il n'y a pas à retrancher quelque chose de la personne parce qu'il y a cette identité particulière qui est revendiquée. Quand on parle de handicap, on le définit, je vais utiliser le bleu pour vous montrer la définition légale de la loi de 2005, comme une restriction de participation à la vie en société, dit le texte. Et le texte dit aussi « en raison d'une déficience, d'une atteinte, d'une spécificité ». Je trouve que ce « en raison de » doit être nuancé. Il vaudrait mieux dire « à propos de »,« associé à ». Parce que le « en raison » laisse penser à une conséquence logique de l'atteinte. Or, cette conséquence n'est pas logique. Il se trouve que dans notre société, il peut y avoir mise à distance, il peut y avoir stigmatisation de certaines personnes en fonction d'une caractéristique donnée. La stigmatisation, c'est précisément le rejet de certains individus en fonction d'une caractéristique qui, dans une société donnée, est considérée comme ne faisant pas partie de ce qui est attendu du groupe social ordinaire. Donc, on a ici l'idée que c'est associé à l'atteinte, mais que ce n'est pas forcément en raison de cette atteinte. Et puis, pour mon propos d'aujourd'hui, c'est lié donc, associé à une altération substantielle, durable ou définitive, le plus souvent d'ailleurs définitive, non réversible. C'est ce qui fait la différence entre un handicap et une maladie. Mais une maladie qui est grave et qui dure devient un handicap. La douleur chronique est un handicap.
Et par conséquent, le temps, altération durable, définitive, le temps fait partie de cette définition. C'est assez peu souligné et peu d'ouvrages, peu d'articles traitent du rapport entre handicap et temps. Et c'est pourquoi j'ai choisi de le faire dans le livre dont on vous a parlé tout à l'heure, L'épreuve du temps. Et je vais développer ces aspects ce soir. Alors, quelle forme de handicap dans le temps ? Il faut souligner que ce temps est qualitativement différent en fonction du moment où survient la différence. Si vous avez une atteinte de naissance, si vous vous êtes construit avec la spécificité, votre expérience du temps ne va pas être du tout la même qu'une expérience où vous avez eu une vie ordinaire et qu'à un moment donné, dans cette ligne de vie, il y a eu une rupture radicale et que vous vous êtes retrouvé en situation de handicap. À ce moment-là, il y a un avant, un après, il y a un phénomène de rupture marqué, net. Vous n'êtes plus tout à fait ce que vous avez été. Donc distinguons bien l'atteinte ou particularité de naissance ou hors de la mémoire du sujet. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des difficultés de type sensoriel, j'ai toujours été aveugle ou j'ai toujours été en fauteuil. Dans le temps, cela ne fait aucune différence dès lors que ma mémoire ne va pas au-delà. Et puis, l'atteinte ou la particularité acquise, où là j'ai eu une vie. J'ai eu le temps de développer une identité de personne valide ou se pensant valide. Et à un moment donné, cette vie a basculé. Et je peux dire désormais que je ne suis plus celui ou celle que j'étais. En ce sens, il n'y a vraiment que deux types de handicap relativement au temps, celui de naissance, celui qui est acquis. Bien sûr, vous pourriez faire des distinctions plus fines en parlant des troubles neurodéveloppementaux, les troubles 10 par exemple, les troubles autistiques, vous pourriez parler des troubles sensoriels, vous pourriez parler des troubles physiques, voilà, ça sont les types classiques. Mais quand on parle de temporalité, j'insiste sur cette différence-là parce que c'est une différence identitaire. Eh bien, commençons par la découverte de la différence dans la petite enfance, avant la mémoire. Ce temps commence par la découverte du handicap et son annonce. Un enfant naît et à un moment donné, plus ou moins lentement, parfois tout de suite à la naissance, parfois au bout de plusieurs années de développement non standard, on va dire cet enfant, eh bien, il a un handicap. Je dis bien il a un handicap et non pas il est handicapé, ce qui essentialiserait le handicap. Il a un handicap qui va petit à petit prendre beaucoup de place à l'intérieur de son histoire de vie. Car nos identités, et là je parle pour tout le monde, qu'on se pense valide ou pas, nos identités se développent par l'intermédiaire des histoires de vie, par l'intermédiaire du récit. Le récit, nous dirait un philosophe comme Paul Ricoeur, se forme à travers une expérience, mais le récit que nous faisons de nos vies met aussi en forme cette expérience. C'est lui qui met en forme le temps. C'est lui qui donne la forme à votre propre identité. Des récits très simples, simplement l'histoire de ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est déjà une forme de récit. Et ça vous permet d'organiser les événements dont vous vous souvenez, de les situer, de savoir où vous en êtes. Toute vie est donc une vie racontée. Et quand un enfant naît, eh bien, il y a quantité de récits qui jaillissent dès le moment où on l'aperçoit. À qui est-ce qu'il ressemble ? Mais aussi, qu'est-ce qui va devenir plus tard ? À quoi va-t-il occuper sa vie ? Mais si l'enfant naît avec une atteinte visible, tous ces récits vont être modifiés. Parfois, l'enfant va plus ressembler à d'autres enfants qui ont le même type de handicap qu'à sa famille.
Pensez par exemple aux maladies génétiques qui font qu'il y a un type physique qui se repère. Et à qui il ressemble sera une question qui va être posée comme si on le renvoyait à une autre famille que la sienne, en tout cas une autre famille que sa famille biologique. Les récits vont être teintés d'inquiétude. Ça va peut-être couvrir une partie des espoirs que l'on mettait dans cet enfant. Ça va changer profondément le rapport que l'on a vis-à-vis de la vie que l'on anticipe pour lui. Est-ce que c'est juste de le faire? C'est une autre question. Le fait est que cela modifie le rapport que l'on a à l'enfant, que les parents ont à l'enfant. Et certains parents vont passer toute leur vie à essayer de rattraper cette naissance, en se sentant souvent coupables d'avoir mal réussi leur enfant, comme me le disait une mère. J'ai l'impression de l'avoir raté, de l'avoir manqué. Elle n'y est pour rien, mais cette forme de culpabilité peut rester longtemps présente. Même si d'ailleurs cet enfant se débrouille très bien dans sa vie, n'a pas de problème particulier pour montrer ses capacités, eh bien il y aura toujours chez les parents ce souvenir de la difficulté. Une annonce du handicap, donc, qui pour les parents peut être un traumatisme à proprement parler. Et à des années de distance, à 30 ans, 40 ans de distance, vous avez des parents qui racontent encore justement ce moment de l'annonce. Il vaudrait peut-être mieux d'ailleurs laisser le temps aux parents d'accueillir l'enfant, de le rencontrer, de s'attacher avant d'annoncer qu'il y a un gros souci, une grosse difficulté. Parce que souvent les parents, même quand le handicap est flagrant, ils ne le voient pas. C'est assez fascinant, mais même des parents qui sont dans le milieu soignant me disaient moi, quand j'ai vu mon fils, je n'ai pas vu qu'une de ses jambes était mal formée. Je l'ai vu, il était extrêmement beau. C'est tout ce que j'ai vu. Et puis, tout de suite, ça a été teinté d'autre chose. C'est une collègue québécoise qui a ensuite beaucoup travaillé sur l'annonce, qui m'avait raconté cette question. Donc, voyez à quel point cela peut s'inscrire à l'intérieur d'une histoire. Et maintenant, cette histoire va être différente. Il va falloir compter avec des étapes. Le pronostic, qui anticipe, parfois de façon erronée, sur les incapacités. Un collègue médecin me disait, oui, il vaut mieux annoncer un pronostic plutôt défavorable, comme ça, les parents seront heureux si les choses ne se passent pas comme prévu. Alors, je me permets d'être un peu plus prudent par rapport à cette annonce. On peut aussi estimer que le traumatisme est tel au moment de l'annonce qu'il n'est pas nécessaire de rajouter un pronostic extrêmement défavorable, surtout quand on a peu de moyens d'anticiper. Ça, c'est le pronostic. Ensuite, vous avez ce qu'on va constater, le retard. Un retard qui parfois ne se rattrapera jamais, qui va devenir petit à petit différence, puis handicap, retard dans les acquisitions, retard dans le développement, etc. Vous avez, et ce sont toutes des catégories temporelles, la lenteur, lenteur du mouvement, lenteur de l'élocution, lenteur des apprentissages. Vous avez les incertitudes notamment. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Une question qui revient très souvent pour les parents d'enfants qui ont des handicaps particulièrement importants, qui les empêchent d'envisager pour leur enfant une vie indépendante. Qu'est-ce qu'il fera quand je ne serai plus là ? Ça, c'est l'anticipation et les incertitudes liées à l'anticipation. Incertitudes parfois motivées, parfois pas du tout. On peut avoir d'heureuses surprises. Et puis, l'évolution, pour un certain nombre de personnes, malheureusement, l'évolution ne va pas être facile. Le handicap, à partir du moment où il est évolutif, va demander une adaptation et une réadaptation constante. À chaque fois que vous trouvez un moyen de mieux vous adapter à une situation difficile, eh bien, il y a encore une dégradation de votre état, vous avez moins de motricité, et donc la compensation que vous avez mise en place pour avoir une meilleure efficacité dans votre travail, par exemple, il va falloir la repenser. Il va falloir utiliser d'autres logiciels, d'autres moyens techniques, parce que votre handicap a évolué. Ça peut aussi
diminuer dans le temps, je l'ai bien indiqué. On peut avoir aussi des difficultés qui, par de bonnes compensations, sont moins importantes. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas, loin de là. Ça, c'était donc la première manière d'envisager le handicap. Parlons maintenant des gens pour lesquels l'expérience est celle d'une rupture de vie. On ne parle plus de gens qui se sont construits avec le handicap, mais de gens qui vivent le moment de la rupture entre une vie ordinaire et une vie en situation de handicap. Vous vous demandez peut-être ce qui est le plus difficile. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Parce que quand vous vous êtes construit avec, finalement, ça fait partie de vous et vous l'intégrez en vous-même. Mais quand vous êtes construit avec, vous avez peut-être eu la difficulté de vous confronter toute votre vie à un regard qui vous dévalorisait. À l'inverse, quand il y a rupture de la trajectoire de vie, vous vous êtes constitué comme une personne ordinaire, avez pu constituer une forme d'identité dans laquelle vous vous sentiez suffisamment à l'aise. Et puis il y a cette rupture radicale qui fait que vous ne vous reconnaissez plus dans ce que vous êtes capable de faire. Mais au moins, vous avez eu le temps de mettre en place une partie des repères identitaires que vous pouvez peut-être retrouver ensuite. Ce n'est pas forcément plus souhaitable. Je ne peux pas répondre à la question de qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que ce serait d'abord comparer deux expériences qui n'ont rien à voir. Deuxième temporalité, donc le handicap acquis et la rupture d'une ligne de vie. Vous avez cette fois un récit qui va se développer de façon ordinaire et qui d'un coup va se transformer, s'infléchir complètement. Vous vous retrouvez dans une salle de réanimation et puis vous comprenez parfois vite, parfois on vous permet de le comprendre progressivement, que votre vie ne sera plus jamais celle qui était la vôtre jusqu'ici. Et vous allez utiliser cette même mise en forme du temps qu'est le récit dont je parlais tout à l'heure. Et beaucoup de personnes, pour ne pas avoir à se comparer avec ce qu'elles étaient, font un récit de mort et de renaissance. Par exemple, ils vont dire, le 16 janvier 2019, je suis mort, et celui que je suis aujourd'hui est né dans un service de réanimation néonatale, quelques semaines plus tard. Celui que je suis aujourd'hui n'a plus de comparaison possible avec celui que j'étais, mais comme il est né à un autre moment, j'ai construit un nouveau récit. Et celui que je suis aujourd'hui, même si j'ai déjà l'âge de 45 ans, est plus jeune dans cette nouvelle vie que d'autres qui ont une vingtaine d'années, mais qui sont en situation de handicap depuis plus longtemps que moi. Donc ce n'est plus l'âge chronologique qui va compter, c'est le moment où il y a cette forme de renaissance, de nouveau récit qui prend la place. J'ai fait référence tout à l'heure à Paul Ricoeur qui nous parle de cette mise en forme du récit qui permet d'organiser le temps, et il en parle notamment dans un livre au titre évocateur, Soi-même comme un autre. Quand on est en situation de handicap après l'accident, on se vit soi-même comme un autre. Il ne parle pas spécialement du handicap dans ce travail, mais il a une perspective qui peut tout à fait s'appliquer à mon propos. Et pour les personnes concernées, il y a une identité qui va véritablement s'altérer. Qu'est-ce qu'on appelle l'altération de l'identité ? C'est le moment où je deviens autre. Je ne suis plus exactement ce que j'étais. Mes fonctions sont autres. Mes fonctions et ma reconnaissance sociale sont autres. Je sens dans le regard des gens que j'ai connus une gêne qui fait que socialement, ça n'est plus pareil. Je vais avoir
donc une altération de l'identité au sens de l'identité sociale, celle que les autres me prêtent. Je vais aussi avoir une altération de mon identité subjective, ce que moi je me sens être. Et cette question de l'altération de l'identité, finalement, elle concerne chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes le même ou la même à travers le temps? Sinon, votre conscience, votre mémoire. Je me souviens d'avoir été, je postule que c'était bien moi puisque je m'en souviens. Mais imaginons maintenant qu'après l'accident, outre l'atteinte physique dont j'ai parlé, il puisse y avoir aussi une atteinte des facultés cognitives, comme dans l'exemple que je donne ici à l'écran de Clara Namias, dans Le baiser de l'ange, qui dit « Je savais qui j'étais, mais je ne me souvenais de rien. Le blanc avait envahi ma mémoire. » Or pour elle, par chance, ça n'a été que temporaire. Mais ça vous montre qu'on peut avoir le sentiment d'être soi sans savoir sur quoi le faire reposer, puisque plus rien ne revient. Que les traces identitaires ne sont plus là pour étayer l'identité subjective. Et là, il faut s'en remettre aux autres pour pouvoir savoir qui l'on a été. C'est ce qui vous permet de vous comparer avec ce que vous avez été, qui permet de dire que vous êtes le même ou la même. Parfois, il y a des choix de changement d'identité. Identité de genre, par exemple. Mais parfois, ce choix est imposé par les circonstances, comme ici. Et ce changement d'identité est radical. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de me remémorer ce dont j'étais capable, cela me renvoie à ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Vous comprenez mieux, j'imagine, ces récits de mort et de renaissance qui empêchent la comparaison. La comparaison avec soi autrefois, la comparaison aussi avec d'autres qui sont valides. En règle générale d'ailleurs, la comparaison est un poison. Mieux vaut éviter de se comparer, à la fois à qui l'on a été et aux autres qui ont plus de capacités. Quand on parle des autres, il y a aussi l'équilibre familial. Car quand il y a handicap acquis, il y a bouleversement de tout l'équilibre familial. Une difficulté pour l'accompagnant, l'aidant familial qui, lui aussi ou elle aussi, va devoir reconnaître son conjoint à travers ce corps qui peut-être va être très différent en apparence, très différent en fonction, qui, suite à un traumatisme crânio-cérébral, va être désinhibé dans sa façon de se conduire, va avoir des réactions assez imprévisibles. Comment fait-on avec cette personne qui est un peu lui ou elle, mais pas totalement lui ou elle ? Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Et cette difficulté, associée à la difficulté de l'accompagnement de la dépendance, eh bien, elle use et épuise les accompagnants eux-mêmes. Voilà ce que dit une femme. Comme beaucoup d'accompagnants, au moment où je rentre et où nous pourrions arriver à vivre à nouveau mieux, je tombe malade car je suis épuisée. Au moment où lui rentre de l'hôpital, où elle peut enfin rentrer à la maison et, semble-t-il, on va reprendre une vie un tant soit peu ordinaire, ben c'est elle qui lâche, parce que c'est effectivement éprouvant, terriblement éprouvant pour le conjoint. Il y a une autre identité qui a varié, c'est l'identité du couple, une identité qui est un troisième terme entre l'un, l'autre. Il y a quelque chose qu'on pourrait comparer à une sorte d'être vivant qui est le couple lui-même. Eh bien, le rapport entre les deux, cette union qu'est le couple, va être fortement ébranlée. Parfois, ça va renforcer les liens, mais parfois, ça va les rompre. Parfois, on va se rendre compte qu'on n'a plus les mêmes goûts, plus les mêmes souhaits, parce que
Une fois en fauteuil, je suis passé à autre chose. Moi qui étais sportif, je veux faire autre chose maintenant. Et je ne m'entends plus avec mon conjoint. Malheureusement, ce sont aussi des effets du handicap dans son expérience post-traumatique. Je prenais l'exemple du sportif. Imaginons un sportif de haut niveau qui ne sentait pas la fatigue pendant les compétitions. Comment accepter son corps maintenant qu'il a une sclérose latérale amyotrophique, une maladie de Charcot, une maladie qui va faire que son corps va petit à petit perdre ses aptitudes physiques? Voilà ce que dit une personne concernée. C'est un tsunami qui dévaste les racines identitaires. Je ne me reconnais plus dans ce que je peux faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui me balaye moi-même. Et l'image de soi qui en résulte est comme une image en creux de ce que l'on était. Ce corps qui était autrefois valorisé parce qu'on était sportif devient une sorte d'ennemi désormais, contre lequel il va falloir lutter, comme si c'était une sorte d'autre persécuteur. Ce corps ennemi, vous pouvez le rencontrer par exemple sous la forme de quelqu'un qui va s'adresser à son bras invalide en disant « Allez, bouge, fais quelque chose », comme si ce bras invalide était un autre. Et puis après, évidemment, il y a l'inscription de ce bras qui ne bouge plus à l'intérieur de son corps comme en faisant partie. Mais cette inscription, elle fait partie du récit, elle fait partie de la transformation de l'identité. Et elle ne vient pas forcément tout de suite, loin de là. Un extrait de Bertrand Bessèges dans son livre « Le guerrier immobile ». Nous, les spectres roulants, ils se retrouvent en fauteuil après un accident, nous nous battions contre d'autres armées qui s'appelaient le passé, les proches, notre image volée, l'avenir, notre destin à déchiffrer. Notre bataille était intérieure et le cliquetis des armes ne s'entendait qu'à travers nos visages tristes et tendus, d'où partaient des coups de gueule maladroits. Le chemin est long, il est intérieur, quel que soit le décor. Que me faudra-t-il faire pour briser la pesanteur culpabilisatrice du scandale de cette survie pour les autres? Scandale de cette survie non pas pour lui, mais pour autrui. C'est pour lui une lutte pour retrouver l'élan intérieur qui a été le sien avant son accident. Il a vécu des moments particulièrement heureux où il se sentait, j'aurais à reparler de l'élan vital qui peut parfois nous animer, il s'était senti dans sa vie parfaitement bien, parfaitement à l'aise. Et puis, il a essayé, une fois en situation de handicap, de revenir, de retrouver cet état après sa seconde naissance. Et petit à petit, c'est revenu, indépendamment de l'état physique de son corps qui n'avait plus rien à voir. Vous comprenez maintenant le titre, le guerrier intérieur, le guerrier immobile. Mais cette lutte, elle n'est pas forcément physique. Quand on fait du handisport, par exemple, elle peut être interne, elle peut être externe. Ce peut être une lutte politique. Quand vous ne pouvez plus bouger physiquement, est-ce que ça veut dire que vous êtes incapable d'action? Tout dépend comment on entend action. Si par action, vous entendez une action politique, alors vous êtes toujours capable d'action, sous une modalité différente. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui ne bougeaient pas du tout, mais qui avaient une capacité d'action politique publique très importante, qui ont eu plus de pouvoir d'agir que moi, par exemple. Ce qui fait réfléchir par rapport à ce qu'on appelle l'action. Si vous avez été quelqu'un qui a vécu en s'inspirant de normes sociales habituelles, c'est-à-dire en valorisant son corps capable, eh bien, il va falloir qu'il apprenne à lutter contre son propre regard dans un premier temps, car son propre regard va se retourner contre lui. Dans un premier temps, il ne va plus se reconnaître. Il va avoir l'impression que plus rien n'est possible. Il va essayer de parler de façon fluide et son élocution va être difficile. Parfois, son visage même va être déformé suite à l'accident.
Il ne va plus se reconnaître dans le miroir. Et ici, je voudrais vous présenter un mythe qui, à mon avis, peut évoquer cette expérience de la transformation. C'est le mythe d'Actéon. Actéon est un jeune chasseur qui, sûr de sa valeur virile, poursuit des animaux dans la forêt, et puis il découvre Diane. Il découvre une déesse qu'il voit au bain et lui envoie ce sort qui le transforme en animal, qui fait de lui un homme qui a encore conscience d'être homme, mais qui a un visage de cerf. Et quand il essaye de rappeler ses chiens en disant « ne vous attaquez pas à moi », c'est un brame qui sort de sa bouche, un brame animal. Qui sont ces chiens ? Dans l'image que je prenais, c'est par exemple les normes auxquelles on avait cru pendant si longtemps, qui accompagnaient ce jeune homme si sûr de lui et de sa force, et qui faisaient valoriser la puissance virile. Désormais, elles se retournent, ces normes, contre lui, parce qu'il n'est plus capable comme auparavant, comme les chiens se retournent vers Actéon. Il essaye de parler, mais son élocution est devenue difficile. Les autres le regardent comme s'il n'était plus tout à fait humain. Et cette transformation est d'autant plus difficile qu'il a conscience de ce qui se produit. Il n'a pas perdu son souvenir de ce qu'il a été. Comme je le disais en introduction, lorsqu'on se retrouve en situation de handicap, quand il faut vivre avec un handicap, il faut bien vivre avec. Et il faut vivre avec dans toutes les situations de la vie quotidienne. Tous les jours, parfois à chaque minute, il faut vivre par exemple avec la douleur, ou il faut vivre avec le fait d'avoir perdu la possibilité d'exercer sa profession. Cette répétition de l'expérience du handicap, c'est un autre aspect dont je voudrais vous parler. Une répétition lancinante, pénible, qui vient s'inscrire dans tous les actes de la vie courante et qui est caractéristique d'un certain nombre de situations de handicap. Je vais lui donner le nom d'itération pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit d'un concept particulier. C'est une forme de répétition pesante, circulaire, qui procède par accumulation. Prenez l'exemple de la douleur. Vous avez mal, mais comme vous avez très mal et que la douleur est chronique, eh bien, non seulement vous avez mal maintenant, mais vous vous souvenez de tout le temps où vous avez eu mal précédemment et vous anticipez sur la douleur que vous pourrez avoir ensuite. Cette répétition, elle s'inscrit donc à la fois dans le présent, dans le passé, dans le futur. Cette question de la répétition douloureuse, par exemple, ou de la répétition de la difficulté, elle met en question un des principes qu'on cite souvent en philosophie, qui est de dire c'est vivre au présent qui va permettre de mieux vivre. Et un interlocuteur avec qui j'ai beaucoup travaillé me disait « Oui, mais si le présent, c'est le présent de la douleur, comment tu vis au présent ?» Il y a d'autres formes de répétition qui sont moins mortifères, qui sont au contraire bénéfiques. Par exemple, l'entraînement. L'entraînement, c'est une forme de répétition que l'on se donne volontairement pour progresser, pour avoir par exemple une plus grande amplitude dans ses mouvements, une plus grande capacité respiratoire, une plus grande acuité intellectuelle, etc. Ce sont les entraînements du sportif, les gammes du pianiste, l'entraînement de l'écrivain qui tous les jours se heurte à la page blanche ou à l'écran blanc aujourd'hui. Et cet entraînement, lui, est une forme de répétition vertueuse qui amène à un progrès. Celui dont je parle,
cette forme de répétition dont je parle n'est pas un entraînement. Ce n'est pas un cycle. C'est un cercle qui ramène toujours au même point. Un cercle qui ressemble à une ornière parce que le poids de cette répétition s'alourdit peu à peu. On en a plein les pattes. Quand on marche dans l'ornière, on devient plein de boue et puis les bottes sont de plus en plus lourdes. Et l'image ici est celle de la difficulté qu'il y a à accepter que cela se reproduise constamment. Dans pratiquement toutes les situations sociales, on va me faire sentir que non, je ne suis pas tout à fait à ma place. Il va falloir que je réexplique des choses, que oui, j'ai une élocution difficile, mais que non, je ne suis pas déficient intellectuel, par exemple. Il va falloir que je rappelle que je suis tout aussi capable que d'autres personnes qui se pensent valides. Et par conséquent, cette forme de répétition, elle va m'enfoncer au lieu de m'aider, à moins que j'en fasse une sorte d'entraînement social permanent, ce qui peut être un moyen de s'entraîner, mais qui n'est pas tellement agréable, vous en conviendrez. Cette répétition, vous l'avez compris, on la trouve dans l'usure du quotidien. Ces difficultés sociales, elles sont souvent absurdes. Ce que me disaient des gens qui avaient pourtant des atteintes physiques particulièrement importantes, qui étaient en fauteuil, qui avaient beaucoup de mal à s'exprimer, me disaient que ça, on s'y habitue parce que ça fait partie de soi. Par contre, le fait d'être toujours déconsidéré dans les interactions, ça, on ne s'y habitue pas parce qu'il y a quelque chose d'absurde là-dedans. C'est une difficulté sociale et c'est beaucoup plus pesant. La difficulté n'est pas là où on se la représente ordinairement. D'autant plus que lorsqu'il y a des échecs dans l'accompagnement, dans les relations, vous allez peut-être petit à petit, sans le vouloir, intérioriser l'image négative que l'on a de vous et vous rapporter à cette image négative, sans même vous en rendre compte, sans le vouloir. Elle va faire partie de ce qui, justement, alourdit votre existence courante, alourdit votre capacité de réagir, de montrer ce dont vous êtes capable. Alors pour certains, c'est un défi et certains le relèvent particulièrement bien. Mais pour beaucoup, c'est excessivement difficile que de se heurter sans cesse à la difficulté. Vous voyez pourquoi je parlais de handicap au sens à la fois de l'atteinte et au sens social. Eh bien là, on voit bien la répétition de la difficulté dans le champ social. C'est ce qu'on peut appeler une forme de traumatisme cumulatif. Ce n'est pas un traumatisme à un moment donné de la vie, non, c'est un traumatisme au sens où il y a des gouttes et à un moment la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'on n'en peut plus, à force de répétition. C'est un traumatisme sur la longue durée, un traumatisme temporel. Il n'y a pas que le traumatisme initial qui vient faire retour, par exemple, quand on a vécu une situation particulièrement grave à un moment donné. Il y a aussi ce qu'on peut appeler traumatisme cumulatif. C'est une notion que j'emprunte à un auteur, Massoud Khan, dans Le Soi caché. Et maintenant, voyons l'aspect, pour des gens qui ont un handicap physique, lié à l'accompagnement. La dépendance envers autrui, c'est une situation où vous avez à la fois les obstacles relationnels dont je viens de parler et les obstacles corporels et matériels. Et lorsque vous recevez à votre domicile des gens qui viennent pour vous donner des soins, c'est tous les jours, et d'autant plus si les intervenants changent, et Dieu sait s'il y a du turnover dans ce genre d'activité, une rupture de votre espace personnel, espace du foyer, il rentre chez vous, il touche vos affaires, il touche votre corps, il rentre dans votre espace corporel et font les soins dont vous avez besoin. Mais cette difficulté, quand elle se reproduit tous les jours et qu'il faut se réadapter sans cesse à de nouveaux intervenants, eh bien, cela peut véritablement produire ce traumatisme cumulatif dont je vous parlais. Parce qu'on se sent être un corps manipulé et non plus une personne qui
qui a des interactions avec des gens qui sont là pour suppléer des difficultés. Au lieu de remplacer telle ou telle partie du corps qui ne peut plus bouger, on va se substituer à la personne ou même l'anéantiser en faisant un corps. Ça, c'est un des risques ressentis dont parle très bien Anne-Sophie Parisot dans un des livres que j'avais coordonné concernant le corps vécu chez la personne âgée, la personne handicapée. Anne-Sophie Parisot, c'est une femme qui a une myopathie rare et qui connaît très bien d'ailleurs tout cela, qui a été par ailleurs assistante parlementaire au Sénat. Je ne la limite pas à son atteinte physique. Et qui est avocate par ailleurs, effectivement, vous avez raison. Quand il faut presque 9 heures d'aide humaine au quotidien pour les besoins nécessaires, se lever, être habillé, manger, être lavé le soir, faire ses besoins au cours de la journée, cette forme d'itération use et épuise les caractères les mieux trempés. Et ces 9 heures d'aide humaine étaient par exemple le quotidien de l'écrivain Yves Lacroix, atteint d'infirmité motrice cérébrale, paralysie cérébrale. Voilà ce qu'écrit Bertrand Cantin dans l'introduction à son livre « Accompagner les personnes handicapées », introduction au livre d'Yves Lacroix. « La valse des aidants n'a jamais cessé. 350 en 26 ans. Répétant encore toujours les phases de déracinement auprès des relations de confiance patiemment et réciproquement ajustées. » Et encore, Yves Lacroix avait une femme qui traduisait, reformulait tout ce qu'il disait, parce qu'il était très peu compréhensible. Donc il avait une personne avec lui qui était toujours susceptible de faire valoir son point de vue. Imaginons qu'il n'ait pas eu sa femme avec lui et que beaucoup de ses accompagnants ne le comprennent pas. Et qu'il faille à chaque fois faire la démarche d'être compris alors qu'on a une élocution particulièrement difficile. Voilà un exemple de réitération particulièrement délicate. Et j'insiste ici sur le risque de rupture de continuité dans l'accompagnement. Plus l'accompagnement est continu avec les mêmes personnes, plus il y a de fluidité dans les passages d'informations des uns envers les autres, moins il y a ce phénomène de ressenti d'itération. Alors que la répétition elle est forcément quotidienne, puisque la dépendance l'impose. Mais si vous compensez cela par une relation suffisamment fluide entre accompagnants, vous minimisez l'impact de la répétition. Quand cela se reproduit de façon constante et qu'en plus vous devez vous réadapter, rappeler que vous êtes bien là, que vous n'êtes pas qu'un corps, etc., eh bien cette difficulté est maximisée, majorée. Il faut bien vivre avec le handicap. Je reviens toujours à cette question. C'est une vie difficile, mais si cette vie, au dire des personnes concernées, vaut la peine d'être vécue, alors il y a de la peine, mais cette peine demeure tout autant que la valeur de la vie. Le troisième aspect dont je voulais vous parler, après la naissance et la rupture de la vie, après l'itération, la répétition, c'est celui d'un rapport au temps particulier qu'est le rapport à l'avenir et l'élan vital qui va avec lui. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'importance du rapport à l'avenir, justement parce que vous en avez un et que celui-ci conserve une certaine fluidité, que vous avez un certain nombre de possibles qui s'ouvrent à vous. Mais quand ces possibles se restreignent, quand l'avenir se fige, vous perdez quelque chose d'essentiel pour chacun d'entre nous, qui est l'élan vital. Un élan vital que nous allons retrouver dans l'expérience du temps tel qu'il est vécu, ou du temps vital, du temps éprouvé. Ce n'est pas le temps perçu dont je vous parle. Le temps perçu, c'est le fait de sentir que le temps passe plus lentement,
quand on s'ennuie, plus vite quand on est concentré, ça c'est le temps perçu. Non, le temps vécu dont je vous parle, c'est autre chose. C'est ce temps qui est une aspiration vers l'avenir, qui n'a pas à être rapporté à une quelconque chronométrie, à une quelconque mesure du temps. Parce que ce temps à venir, il n'est pas celui du pronostic, il n'est pas celui du traumatisme, il désigne plutôt l'ensemble d'une expérience. Il se rapproche de ces récits de vie dont j'ai parlé qui nous portent et nous donnent des rythmes dans lesquels nous inscrivons notre propre existence. Nous sommes face à des répétitions vertueuses ici qui nous permettent d'entrevoir ou de sentir un avenir devant nous. Tout au long de vos vies, vous avez eu des possibilités dont vous ne sentiez pas peut-être la présence, qui n'étaient pas non plus des possibilités planifiées. Je ne parle pas du futur tel qu'on peut le planifier en organisant un ensemble de sécurité et d'assurance pour ne pas avoir de problème particulier dans sa vie. Non, le sentiment d'avenir dont il est question ici est beaucoup plus vital pour un être humain. C'est le fait de sentir que l'on peut continuer à exister. Vous pouvez le perdre. Vous pouvez le perdre dans la dépression, par exemple, où vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'avenir, plus rien, avec une obsession morbide qui s'installe alors que votre corps va très bien. Et inversement, vous pouvez le conserver. Lorsque vous êtes atteint d'une pathologie que certains vont considérer comme lourde, avec un pronostic vital engagé, vous pouvez conserver le sentiment d'avoir un avenir. Ce n'est pas lié à l'objectivité, si tant est qu'on puisse dire objectif, l'objectivité d'un futur. Le sentiment d'avenir se distingue de cela. Je vais essayer de développer cet aspect. Le temps vécu est donc orienté plus par l'avenir que par le présent ou le passé. Cette considération, je l'emprunte au livre d'Eugène Minkowski, qui, vous voyez, date des années 1930. Minkowski était psychiatre et philosophe, et qui a écrit ce livre sur le temps vécu, qui est assez oublié aujourd'hui, ce qu'un certain nombre de collègues et moi-même considérons comme très dommage. Parce que dans le temps vécu, il utilise la notion d'élan vital, un élan qui est général et indéfini. Ce n'est pas un élan vers quelque chose de précis, ce n'est pas une planification précise, mais c'est le sentiment d'avoir de la possibilité, d'avoir des possibilités devant soi qui s'ouvrent. Ce n'est pas une architecture temporelle précise et organisée. C'est le fait de sentir qu'on peut avoir devant soi, si on prend cette métaphore qui représente l'avenir devant soi, qu'on peut avoir devant soi une possibilité toujours ouverte de modification, de transformation. Et paradoxalement, l'avenir apparaît comme la dimension du temps la plus solide, la plus stable. Ce n'est donc pas, je l'ai dit, le futur du pronostic, le futur de l'espérance de vie statistique dont on parle. Ça, ce serait réduire l'expérience du temps à ce que l'on en dit et à une certaine rationalité. Mais si on réduisait notre expérience du temps à une certaine rationalité, nous n'aurions plus la possibilité de nous projeter comme nous le faisons souvent sans nous en rendre compte. Nous avons certes de très nombreuses raisons de nous inquiéter pour le futur, mais ce n'est pas le sentiment d'avenir dont il est question ici, qui peut demeurer jusqu'à la fin de la vie. Et j'ajouterais que cette stabilité est paradoxalement dynamique. Le plus stable, c'est ce qui peut se renouveler, c'est ce qui est fluide. Quand à un moment de la vie, peut-être certains d'entre vous l'avez-vous vécu d'ailleurs, il se passe un événement tel que vous ne voyez plus de solution. C'est comme si l'avenir se figeait, comme s'il devenait rigide. Il n'y a plus cette fluidité, il n'y a plus cette possibilité de varier
les réponses que l'on peut donner. Le champ des possibles se restreint à une ligne, à un pointillé ou à rien. Et à ce moment-là, on perd cet élan vital de vue. Mais ce qui est paradoxal, c'est que des personnes qui vont se retrouver dans des situations que l'on considérerait parfois comme insupportables, invivables, ne valant pas la peine d'être vécues, vont conserver ce sentiment d'avenir, vont conserver cet élan vital. Et j'ai été à ce sujet beaucoup interrogé par les réponses de personnes qui ont été touchées par le locked-in syndrome. Le locked-in syndrome qui fait que vous vous retrouvez entièrement paralysé, dans l'incapacité de parler, donc dans une situation de dépendance physique totale. Aujourd'hui, on peut communiquer avec une reconnaissance oculaire. Auparavant, il fallait dicter lettre à lettre ce qu'on avait à dire en utilisant l'alphabet dit hésarin, c'est-à-dire l'alphabet en ordre de fréquence des lettres de l'alphabet français, E, S, A, R, I, N. Et puis à chaque fois qu'on arrivait à la bonne lettre, on clignait de l'œil pour que la personne note la lettre. Vous imaginez le temps que prenait la rédaction de quelque chose. C'était l'image d'un enfermement total dans son corps. Et l'une des premières personnes à avoir rappelé qu'on peut cependant vivre dans un tel corps, c'est Jean-Dominique Bauby dans Le Scaphandre et le papillon, qui l'a précisément dicté lettre à lettre en clignant de l'œil, puisque dans les années 90, il n'y avait pas la possibilité de la reconnaissance oculaire. Lui, il a écrit ce livre pour rappeler à tous ses collègues qu'il n'était pas devenu un légume, lui qui avait des responsabilités importantes dans le monde de l'édition, et qu'il était bien toujours là, derrière ce corps, lui-même invisible peut-être, le corps trop visible, très visible, mais lui était bien toujours là. Et quand on interroge alors des personnes qui, comme lui, sont atteintes par le locked-in syndrome, eh bien, de façon très étonnante, elles répondent déclarativement que leur vie vaut la peine. Elles répondent qu'elles ont une qualité de vie à peu près comparable à la qualité de vie ordinaire, voire, selon certaines études, légèrement supérieure. Alors voilà qui peut nous interroger. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont eu une vie valide, qui se retrouvent entièrement paralysés et qui nous disent finalement, ma vie vaut la peine. Les demandes d'euthanasie existent, mais elles sont peu fréquentes. À propos du débat concernant la fin de vie et concernant les aides actives à mourir, justement, des exemples comme ceux-ci sont intéressants pour nous faire réfléchir à la pluralité des cas. Il y a des gens qui effectivement demanderaient à mourir et qui ont une qualité de vie déclarativement très faible, quand par exemple il y a des douleurs neuropathiques qu'on ne peut pas compenser, ça c'est particulièrement difficile à vivre, et puis quand votre femme, votre famille vous a laissé de côté et que vous n'avez plus de contact avec celles et ceux qui comptaient pour vous. Et là, oui, effectivement, les gens ont une qualité de vie dégradée. On retrouve cette idée dont je vous parlais tout à l'heure, que c'est dans le lien avec autrui que va se trouver la différence qui va faire dire qu'une vie vaut la peine et qu'une vie ne vaut plus la peine. Je fais référence à des études déjà assez anciennes, vous voyez, qui sont du début des années 2000. Nous avions travaillé avec une dame qui faisait son mémoire de cadre infirmier, qui avait fait toute sa carrière en rééducation en se demandant si elle avait bien fait d'aider des gens à se retrouver dans un état de handicap physique aussi important. Et ma foi, la conclusion de l'étude qu'elle avait pu faire dans la littérature montrait qu'elle avait bien fait, oui, de passer sa vie à se dédier à cette activité. Voilà donc cette notion d'élan vital dont je parlais. On peut le conserver alors même que l'on est dans un corps immobile. On peut rester mobile intérieurement,
On peut rester mobile par ses émotions, mobile par sa capacité de se projeter dans l'avenir, mobile par sa capacité d'invention, alors qu'on est dans un corps immobile. Inversement, il peut y avoir la souffrance psychique qui touche l'élan vital des personnes, mais elle n'est pas forcément nécessairement associée à toute forme de handicap. Nous, alors ici, nous au sens de ceux qui se pensent valides, le nous générique qui croit qu'il peut dire nous pour tout le monde, ce nous se fie à ce que l'on projette sur un corps diminué et non pas sur ce qu'il vit. Quand j'ai travaillé avec Marcel Nuss, qui est, on l'a dit tout à l'heure en introduction, décédé cette année, qui était donc un écrivain, essayiste, poète et activiste politique, nous avons essayé de réfléchir à cette question de l'élan vital parce que lui-même, étant atteint d'une amyotrophie spinale de type 2, était entièrement paralysé. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça ressemble aux atteintes que l'on voit lors du Téléthon. Ce sont des gens qui sont en fauteuil. Lui, il ne pouvait plus du tout bouger. Il avait une scoliose qui faisait que sa tête était latéralisée. Il avait donc beaucoup de difficultés à entendre ce qui se passait à côté de lui. Pour lui, c'était un gros handicap d'avoir la tête latéralisée, parce que quand on ne peut pas bouger du tout, ne pas pouvoir tourner la tête, c'est effectivement très handicapant. Vous voyez que ce qu'on peut projeter en disant « ça c'est grave, ça l'est moins », est en fait beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer. Et lui-même me disait « mais moi je sens mon corps, je suis paralysé, oui mais je sens mon corps, j'ai pas eu de rupture de la moelle épinière, donc mon corps est sensible des pieds à la tête et je veux être mon corps. J'ai un handicap mais je suis mon corps, j'ai besoin de le sentir, notamment pour prévenir une occlusion intestinale, notamment pour éviter d'avoir un problème respiratoire, pour anticiper sur des troubles que je peux avoir. C'est une question de survie et une question aussi de bien-être. Et il insistait beaucoup sur cet élan vital et le plaisir de vivre et d'exister, plaisir de manger, plaisir d'avoir une sexualité, plaisir de pouvoir discuter, plaisir d'écrire, etc. Dans le dialogue que nous avons écrit ensemble, qui est donc un livre d'échange entre deux hommes, l'un ordinaire, moi-même, et l'autre en situation de handicap physique, eh bien, nous parlions des différents degrés de ce dynamisme intérieur, de cet élan vital qui peut parfois être un peu plus rare, comme un cœur qui se remet à battre. Il est arythmique, il est en train de revenir après, par exemple, l'accident. Puis il y a son opposé, que l'on pourrait appeler la pesanteur vitale, le poids de l'existence. Tout ce qui nous met un goût d'encre dans la bouche et qui fait qu'on ne se pense plus comme susceptible de vivre. C'est une pesanteur qui parfois peut être ponctuée, qui vient de temps à autre, ou qui peut être très souvent présente. La pesanteur létale, eh bien vous pouvez la voir, je l'ai dit tout à l'heure, avec un corps parfaitement capable, mais dans un moment de dépression. Et inversement, vous pouvez avoir un corps qui n'est pas du tout capable, mais qui porte cependant cet élan vital. Méfions-nous de la manière dont nous nous représentons la difficulté des autres. Pour terminer, c'est un hommage que je voudrais rendre à Marcel Nuss, puisque celui-ci est décédé, je vous l'ai dit, à 69 ans, ce qui est très âgé pour quelqu'un de son époque, qui n'a pas eu des soins adaptés au moment où il a grandi. Il a dû être, intubé à l'âge de 20 ans, mis sous respirateur. Il avait une espérance de vie à l'époque qui était d'une 20aine d'années. Ça a bien failli se produire d'ailleurs. Mais il a survécu et, me disait-il, tout le temps que j'ai vécu depuis, c'est du temps bonus, du temps en plus. Un temps qui n'était pas censé exister pour moi.
un temps que je n'étais pas censé vivre. Et son expérience temporelle était aussi profondément différente de la mienne, sans doute, que son corps était visiblement différent du mien. Ne nous rattachons pas simplement aux apparences. Lui qui ne pouvait pas bouger se servait de son visage pour s'adresser aux autres, pour essayer de faire en sorte qu'on reconnaisse son existence. Je veux vivre, le disait-il souvent, je veux exister. Et je veux profiter de la vie malgré tout ce qu'elle m'offre de difficile. Là, nous étions en conférence vers 2010, ensemble au Muséum d'Histoire naturelle à Paris. C'est la photo qu'on avait reprise pour le livre dont je vous parlais. Et voilà, cet homme-là, c'est une image empruntée à Libération dans une interview où l'on voit aussi sa forte détermination et sa volonté de vivre, d'exister, de montrer de quoi il était capable, indépendamment de l'apparence d'un corps qui, toutes les 3 secondes, l'obligeait à avoir un souffle artificiel, mais lui en avait fait un style oral qui lui permettait de faire des phrases courtes et définitives, très fortes, très impactantes, et qui marquait beaucoup par la manière dont il pouvait s'adresser au public en touchant à distance. Lui qui ne pouvait pas toucher par la main, il essayait de toucher par le regard. Eh bien, toutes ces considérations sur le vécu du temps, elles sont largement empruntées aux échanges que nous avons pu avoir ensemble. Et c'est pourquoi je souhaitais terminer cette conférence sur cet hommage à Marcel Nuss. Merci beaucoup. Dire qu'à la fin de votre exposé, nous sommes quelques-uns ici à avoir passé toute notre vie professionnelle auprès de personnes handicapées. Je suis neurologue, il y a un neurochirurgien dans la salle, et tout ce que vous avez dit, c'est un vécu pour nous, et en particulier, j'ai été très intéressé par effectivement ce que vous avez dit sur l'élan vital et l'impossibilité d'identifier chez une personne celui qui va le garder et celui qui ne le gardera pas, celui qui va vivre avec et celui qui va vivre en permanence, qui va vivre contre. Et je pense que dans l'accompagnement, la grande difficulté justement, c'est ce passage du contre à avec, pour lequel la parole, mais aussi peut-être tout ce qui accompagne, et puis peut-être aussi ce qu'on peut faire dans l'accompagnement social et dans la vie sociale, joue un rôle tellement important. Voilà, donc je voulais aller dans votre sens sur ces sujets, et donc je vais donner tout de suite la parole. Première question. Oui, bonjour. Odile Morin, je suis la présidente de l'association Dissocial, association de lutte contre le validisme, un terme que vous avez utilisé. Je suis aussi élue municipale. Il se trouve que je connais un certain nombre des acteurs que vous avez cités, notamment Marcel. Et je voudrais faire plusieurs remarques. Je vais peut-être être un peu longue, vous m'en excusez. Je suis une personne avec un handicap, une maladie invalidante qui m'oblige à me déplacer en fauteuil roulant. Mais je suis aussi une personne autiste, ce qui fait que je manque un peu de synthèse. Je trouvais très intéressant tout ce que vous disiez, et je vous rejoins tout à fait sur le fait que nos vies valent la peine d'être vécues et que c'est à nous, de toute façon, de décider de ce qui vaut la peine d'être vécu ou pas, et non pas des personnes extérieures, médecins ou ceux qui nous regardent. Je crois qu'il y a un problème de vocabulaire. Je crois il y a une confusion qui est faite entre l'incapacité, la déficience et ce que les handicaps. Et je regrette que vous n'ayez pas cité la définition internationale du handicap, celle de l'ONU, parce que justement, vous avez soulevé les difficultés et les limites de la définition française. Et je vais la lire quand même, parce que je pense qu'elle est importante. Par personne handicapée, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la vie en société sur la base de l'égalité avec les autres.
Et je pense que le fait d'utiliser le terme de dire qu'une personne a un handicap est quelque chose qui entraîne une confusion avec ce qu'est le handicap. Le handicap, ce sont les barrières auxquelles nous nous confrontons. Et pour reparler de Parcelnus, ces dernières semaines, enfin en début d'année, il avait alerté sur les conditions dans lesquelles il était accompagné à domicile et sur le fait que ça mettait en danger sa vie. Ça mettait sa vie en danger, non pas à cause de ses déficiences ou de ses incapacités, mais bien parce que ce pays refuse de mettre en œuvre les moyens de la vie autonome pour permettre aux personnes dépendantes de mener une vie totalement autonome, parce que la dépendance n'empêche pas d'être autonome. On peut être totalement dépendant et être parfaitement autonome. La question de l'autonomie, c'est des questions de choix, c'est des questions de qui dirige, qui décide, comment. Je voulais aussi soulever le fait que la question du validisme est une question qui me semble essentielle, parce qu'effectivement, on est essentialisé, on est les gens et le monde médical, je sais qu'il y a un certain nombre de médecins ici, le monde médical connaît très mal le handicap, se permet de juger de ce qui est bon ou pas bon pour nous, de décider si nos vies valent la peine d'être vécues, et j'en viens à la question de la fin de vie, parce que je crois que c'est une question extrêmement importante aujourd'hui, et je suis extrêmement inquiète, et je ne suis pas la seule, tout le mouvement antivalidiste est extrêmement inquiet de ce droit de mourir dans la dignité, non pas qu'on soit contre le droit de mourir dans la dignité, non pas qu'on soit contre le droit de mourir et de décider de ce que l'on fait de nos corps, à quel moment et comment, mais ce qui nous inquiète, c'est les représentations que la société se fait de notre vie et que vous avez pointées, et qui vont conduire, avec le recul des droits des personnes handicapées, le défaut d'accompagnement que nous vivons, va conduire un certain nombre de personnes handicapées à choisir de mourir, non pas parce qu'elles veulent mourir, mais parce que cette société lui refuse des conditions de vivre dignement. Et qu'aujourd'hui, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs, alors qu'on démantèle complètement les hôpitaux publics, alors que les gens n'ont pas accès aux soins palliatifs partout, on va proposer aux gens de mourir, et on va arriver à la catastrophe qui se déroule au Canada, où des personnes pauvres, handicapées, demandent à mourir. Parcelnus a demandé à mourir en fin d'année, parce qu'effectivement, il n'arrivait plus à avoir les accompagnements dont il avait besoin au quotidien, et que son épouse s'y épuisait. J'ai plein d'autres exemples comme ça et nous sommes extrêmement inquiets. Merci. Oui, je ne peux que vous rejoindre sur ces aspects. Effectivement, vous verrez les derniers livres de Parcelnus où il parle à la fois de son expérience de vie et de son envie de vivre, et puis ce sont des livres beaucoup plus contrastés que par le passé, où il montre aussi toute la difficulté des dernières années, où il y avait cette insuffisance cardiaque dont il est mort finalement, qui s'ajoutait aux atteintes de son corps. Effectivement. Alors sur l'aspect atteinte, capacité, handicap, moi je distingue atteinte et incapacité. Parce que les incapacités, ça voudrait dire qu'on ne peut pas, et on ne peut pas les rapporter directement. Bien sûr, il y a un rapport, mais il n'y a pas un rapport direct entre une atteinte physique, par exemple, et une incapacité. Par exemple, on pourrait dire un aveugle ne peut pas être photographe, il en est incapable. Erreur, puisqu'il y a justement des aveugles qui utilisent leur toucher pour repérer des visages, des objets qui leur semblent particulièrement intéressants tactilement, les prennent en photo et exposent parfois ces photos. Je pense à Evgen Bavkar, par exemple, qui est un photographe aveugle et philosophe par ailleurs. Donc vous voyez, je ferai cette distinction ici entre les atteintes du corps et les incapacités qu'on suppose y être associées. Puis vous parliez de la formation des médecins. Alors là, j'essaye de faire un effort justement à l'Université de Bourgogne, puisque je propose un cours pour ceux qui préparent les études de santé chaque année sur la philosophie du handicap, où je parle non seulement des aspects dont je vous ai parlé, mais de beaucoup d'autres choses, puisqu'il fait 40 heures. J'espère que ça laissera un souvenir chez les étudiants. En tout cas, c'est la contribution que je peux essayer d'apporter dans cette formation. Et je crois qu'il ne faut pas généraliser le monde médical non plus. Oui, il y a des gens très bien. Non, ça va aller, merci. Catherine Couzergue, je suis médecin à la retraite. Je connais bien Odile, on échange beaucoup. Je suis aussi responsable associatif du GIHP
Midi-Pyrénées, du groupement pour interassociatif scolarisation handicap, parce que je milite beaucoup pour la scolarisation des enfants et des jeunes en situation de handicap dans un cadre de vie ordinaire. Parce que, comme vous dites, je suis attaché à la vie en milieu ordinaire. Alors moi, il y a deux choses que vous avez développées aujourd'hui qui m'ont passionné. C'est la question du temps et la question de l'élan vital, parce que c'est deux sujets sur lesquels je réfléchis beaucoup. Sur le temps, je dirais que dans la question de la conférence, est-ce que c'est une vie handicapée? Vivre avec un handicap, moi je vis avec un handicap depuis l'âge de 4 ans. J'ai eu la polio juste avant la commercialisation du vaccin, donc je suis assez âgé, c'est vrai. Et je développe un syndrome post-polio depuis une vingtaine d'années. C'est pour ça que j'ai un respirateur maintenant. Donc j'ai pu faire et pratiquer la médecine pendant des années en étant en fauteuil roulant, sans avoir un handicap aussi lourd sur le plan respiratoire. Et sur la question du temps, je pense que la vie avec un handicap, elle enlève la possibilité d'avoir une vie insouciante. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un point important par rapport à une personne valide. Il faut tout le temps qu'on anticipe sur le futur. Toute la logistique liée au handicap est tout le temps anticipée. Et si on a prévu un plan B, il faut avoir un plan B et un plan C derrière. Quand on fait des groupes de pair et danse entre personnes en situation de handicap qui sont plus récentes dans le handicap ou plus anciennes dans le handicap, c'est des choses qui ressortent tout le temps. C'est qu'il faut anticiper constamment. Il n'y a pas de place pour l'imprévu. Il faut avoir prévu l'imprévu. Et quand je prends le train, et que le train va peut-être s'arrêter là où il ne faut pas, et que j'aurai plus du coup de transport adapté à l'arrivée, il faut que j'ai prévu ce qui se passera dans ce cas-là. Ça, c'est quand même un poids qui est très lourd. Et je pense qu'on ne peut pas le passer sous silence, il faut qu'il soit dit. Ensuite, sur l'élan vital, ça c'est une question qui m'intéresse énormément. Et les Canadiens travaillent beaucoup là-dessus, et ils ont mis enfin, ils développent tout un tas de choses sur ce qu'ils appellent la valorisation du rôle social, ou le rôle social valorisant, notamment pour les personnes qui ne travaillent pas parce qu'elles ne peuvent pas avoir un travail, sont trop fatigables ou d'un tas de raisons. Et je participe à un projet là-dessus de recherche-action qui est financé par le conseil départemental et qui devrait démarrer à l'automne. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que permettre d'accéder à un rôle social valorisant, beaucoup d'études ont déjà montré que ça permet d'avoir un élan vital et de se projeter dans le futur. Voilà. Ah oui, merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison de rappeler, c'est un aspect dont je n'ai pas parlé à propos de l'itération, c'est cette anticipation permanente qui revient effectivement chez la plupart des personnes concernées. On ne peut pas se dire « Ah bah tiens, j'irai bien me promener cet après-midi, puis s'arrêter là où on veut, là où l'envie nous prend ». Non, ça n'est pas possible. Il faut avoir anticipé. Et ça fait partie de la répétition dont je parlais, répétition des difficultés, et de l'anticipation qui peut-être amener vers l'avenir, oui, mais certainement pas vers le futur, pardon, mais certainement pas vers l'avenir dont je vous parlais tout à l'heure. Et le travail que vous citiez, qui vise à montrer l'importance d'avoir une activité reconnue, me paraît tout à fait important, puisque dans nos sociétés, oui, on parle de bénévolat, mais il y a des activités où on se heurte bien à une résistance, à une difficulté, qui ne sont pas salariées, mais qui sont vraiment du travail. Et beaucoup de gens qui sont en situation de handicap ont ce type d'activité, notamment associative, et il est très important qu'elles soient reconnues, parce que socialement, elles ont une importance. Et cette reconnaissance, on a peu de mots pour le dire. On considère que le travail, c'est le salariat. Et qu'en dehors du salariat, il n'y a pas vraiment de travail. J'ai posé la question à des collègues économistes. Pour eux, c'est du loisir, puisque ce n'est pas salarié. Vous voyez qu'il manque vraiment quelque chose ici en termes de reconnaissance. Alors sourd, non, mais philosophe aveugle, oui, effectivement. J'ai déjà eu l'occasion de dialoguer avec des personnes qui étaient de plus aveugles de naissance. Je rappelle cette différence radicale entre de naissance et acquis. Et alors, le monde mental d'une personne qui est aveugle de naissance, comment le décrire? À quoi ressemble-t-il? Ce monde mental, il est essentiellement fondé sur des expériences tactiles, auditives, aussi gustatives et olfactives, mais essentiellement tactiles et auditives. Et
Cela n'empêche pas une personne aveugle de se représenter l'espace, notamment l'espace abstrait. Par exemple, il y a un aveugle célèbre dont parle Diderot, Saunderson, qui était géomètre. Il manifestait sa connaissance de la géométrie en utilisant des figures tactiles qu'il faisait avec des petits clous, et il reliait ces figures avec des fils, et c'était tactilement qu'il se représentait les formes abstraites. Donc la connaissance de l'espace, elle est bien là, mais c'est un espace à partir d'éléments tactiles. C'est difficile d'imaginer pour nous un monde mental où il n'y ait pas d'images, ou alors des images mentales qu'on pourrait dire non visuelles. Mais précisément, c'est celui-ci dont parlent les personnes aveugles de naissance. Et nous avions eu des échanges très intéressants pour essayer de parler réciproquement de ce que nous connaissions. Comment décrire, pour moi par exemple, qui vois la nature de la vision? Alors souvent on m'interrogeait sur la nature de la couleur. Qu'est-ce qu'apporte la couleur par rapport à la forme? Qu'est-ce qu'est une expérience de la perspective? Est-ce que je me représente mentalement les choses en perspective? Voilà, toutes ces questions. Et pour arriver à donner une équivalence tactile à cela, c'était particulièrement difficile. D'ailleurs, la perspective, elle ment. La perspective qui nous fait voir des choses en les représentant de manière écrasée par rapport à ce qu'on peut sentir au toucher. Un aveugle nous dirait, mais ça, c'est pas du tout une table, ça, c'est quelque chose qui est irrégulier. Seul le toucher représente réellement les choses. On a donc eu des retours très passionnants de personnes aveugles sur ce que peut être une expérience riche, pleine, entière, avec un sens qui n'est pas là, et pas forcément un sens en moins. On peut vivre une expérience pleine et entière avec un corps qui n'est pas entier ou avec justement une sensorialité qui n'est pas entière par rapport aux autres. Et une personne sourde, pardon, vous avez dit un peu aux autres sourds? Non, là je n'ai pas eu. Non. Je n'ai pas eu cette occasion. Ouais, ça peut être intéressant. Bonjour, Philippe Marc, je suis médecin de médecine physique et réadaptation, ce qu'on appelait avant la rééducation fonctionnelle en France. Donc j'ai bien aimé votre propos, en particulier ce que vous avez cité, des études que je connais relativement bien sur la décorrélation qu'il peut y avoir entre la lourdeur physique du handicap et la qualité de vie. Alors, pensez-vous pas qu'il y a quand même un petit biais là-dedans, c'est-à-dire qu'en particulier, la qualité de vie, c'est une santé perçue. Donc, c'est l'expression par un sujet de comment il se perçoit. Et donc, je crois aussi qu'à l'intérieur de ce message, il y a aussi celle de la personne de dire « je ne suis pas qu'un handicapé ». Voilà, je suis une personne et je ne suis pas un handicapé de produire ça. Parce que de l'autre côté, vous voyez des gens qui ont des pathologies où on peut se dire « mais le handicap est beaucoup plus petit », qui expriment des qualités de vie beaucoup moins bonnes, et à mon avis, de temps en temps, eux, ils expriment, ils disent, mais j'ai un handicap. Voilà, qui est un peu la corrélation inverse de cette affaire-là. Et juste un petit commentaire, parce que malheureusement, moi aussi, j'enseigne ça aux étudiants en médecine, qui s'appelle la classification internationale du fonctionnement. Et j'aimerais bien qu'elle passe un peu plus en France, et en particulier, il y a dans cette classification une opposition relativement difficile à concilier de parler d'handicap physique, d'handicap sensoriel, d'handicap visuel. Il y a un volet qui est la déficience. La déficience, elle peut être physique, elle peut être sensorielle, elle peut être auditive. Il y a un niveau qui est l'incapacité, qui est l'ancienne classification, pour des raisons soutenues par les associations nord-américaines. On appelle ça plutôt l'activité, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre le côté positif, arrêter de me définir par ce que je ne fais pas, parce que forcément vous me verrez de manière négative, c'est ça le point de vue. Et il y a la participation, qui est une manière individuelle de comprendre l'activité, c'est-à-dire la participation, c'est les activités dans lesquelles j'ai envie de m'investir. Voilà. Et j'y arrive ou j'y arrive pas, c'est la confrontation de mes capacités à un environnement, l'environnement étant pris sur un volet architectural, mais aussi sur un volet social, psychologique, c'est la représentation que je me fais de la maladie de l'autre. Et donc on peut tout à fait avoir des maladies avec très peu de déficience et
une grosse restriction de participation. On voit très très bien ça. Il y a des tas d'études, par exemple, faites sur les hépatites chroniques, montrant la restriction de participation qui est très importante au regard d'une déficience qui, pendant longtemps, est juste un prélèvement biologique. Alors la difficulté dans le monde médical français en particulier, c'est il y a un certain nombre de spécialités qui aiment bien parler de maladies chroniques sans handicap, parce qu'il n'y a pas de fauteuil. C'est juste ça, mais ce n'est pas suffisant, ou de handicap invisible, parce qu'il n'y a pas de fauteuil. Mais ça n'a pas de sens au regard de cette manière d'aborder le handicap, qui est pourtant une manière qui, en tous les cas sur le plan de ma spécialité, est essentielle pour construire une stratégie. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'améliorer la déficience si possible avec des volets d'entraînement. On a la possibilité de modifier une partie de l'environnement, on peut au moins arriver jusqu'à là, et on a la possibilité d'amener des aides extérieures pour essayer d'améliorer la participation de façon globale. C'est une manière d'approcher de manière un peu méthodologique une approche des patients qui ont en situation de handicap. Et le dernier point que je voulais dire, c'est sur l'héloquidine. Quand même, sur l'héloquidine, dans ces études, la plupart, et heureusement, la plupart des loquidines récupèrent un petit quelque chose qui fait qu'on passe par autre chose que juste l'oculométrie. Parce que l'oculométrie, ça va lentement quand même. Même. Ça va un peu plus vite que la paupière, mais ça va très très lentement. Et c'est quand même un élément essentiel pour leur survie. Oui, vous avez raison de le souligner. Heureusement d'ailleurs, la récupération, même de très très peu de choses, ça fait une différence considérable. Par ailleurs, la reconnaissance oculaire, c'est très fatigant. Hein. Quand on la teste, on voit ce que cela peut être. Et vous avez raison de dire qu'il y a des gens qui ont une atteinte beaucoup moins importante que d'autres et qui pourtant le vivent parfois plus mal. Parce que quand on est à la limite de la normalité, bien parfois c'est plus difficile parce qu'on sent qu'on pourrait très bien être reconnu et on ne l'est pas. Et on se sent comme entre deux. C'est la notion qu'on appelle de liminalité, de l'entre-deux social. On est à peu près accepté, mais pas vraiment accepté, pas complètement. Et beaucoup de gens m'ont dit, comme je travaillais avec Marcel Nuss, que je vous ai présenté, mais moi, mon atteinte est beaucoup moins importante et pourtant, c'est difficile de vivre. Et je leur disais, mais vous êtes plus jeune aussi, prenez le temps de votre expérience, prenez le temps aussi de vous construire. Un être humain, c'est très particulier parce que finalement, dans des situations parfois très difficiles, voire désespérées, il trouve des ressources. Et parfois, dans des situations qui le sont beaucoup moins, il lui est difficile d'arriver à s'extraire, à prendre la distance suffisante par rapport aux normes sociales, à ce qu'il attendait, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les gens pour les laisser dans la situation la plus difficile, pas du tout. Je suis en train de vous dire qu'un être humain, c'est un être qui peut trouver parfois dans l'extrême difficulté des ressources. Et de ce fait, il est impossible d'anticiper sur ce que pourrait être la vie de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il faut lui laisser, vous l'indiquiez, le plus d'opportunités possibles. Les opportunités qui lui permettront de manifester ce qu'il peut, ce dont il est capable, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce à quoi il aspire, pas seulement ce dont il a besoin. Un être humain ne se nourrit pas seulement de besoins, mais aussi d'aspirations. Bonjour. Alors, je m'appelle Caroline. Et donc, je fais partie d'une association sportive. Voilà, je suis sourde. Et c'était très intéressant. C'est la première fois que j'entends tout ça. Donc, voilà, je découvert beaucoup de choses. C'était très intéressant. Et par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la ligne de vie, la rupture de cette ligne, en fait, oui, je suis plutôt d'accord avec ça, parce qu'en fait, je vois des personnes qui ont un handicap et qui ont un futur, mais nous, les sourds, on a des fois le futur, l'avenir peut être un petit peu difficile pour nous. En fait, la vie, on peut vivre sans discrimination, voilà, tout va bien, et puis. On va se retrouver maintenant, là, on sent que tout ce qui se passe au niveau des lois par rapport à la surdité, tout ça, on se rend compte que, il y a des choses, avant ça allait, et puis, au niveau
de notre avenir, il y a comme une rupture en fait. Pourquoi par exemple au niveau du sport, il y a donc les para-sourds, voilà, il y a des nouveaux. Et parce que nous, en fait, les sourds, notre première langue, c'est la langue des signes. Et les autres nous voient, ils veulent apprendre la langue des signes, mais en fait, on nous force à oraliser, à parler, on veut réparer, en fait, cette surdité, on voit que ça comme quelque chose de négatif. Et ça, en fait, c'est pour ça, quand vous parliez de la ligne de vie, cette rupture de la ligne de vie, finalement, en fait, est-ce qu'il faut accepter le point de vue médical? Est-ce que, ou pas? Parce que finalement, nous, notre première langue, c'est la langue des signes. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que on écoute les médecins ou est-ce que non, on décide de suivre vraiment notre identité naturelle? C'est une question forte à propos notamment de la culture sourde. Vous faisiez référence par exemple à l'implant cochléaire et à la possibilité de compenser partiellement la surdité. C'est effectivement une question forte parce que ça pose la question de savoir comment on se représente le handicap, comme une spécificité ou comme quelque chose qui dévalue l'individu. C'est aussi une revendication à propos des personnes autistes. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes également autiste. C'est une manière d'envisager différemment une spécificité que de dire oui, ça pose problème, mais ça pose problème à qui? Est-ce que ça me pose problème? Est-ce que ça pose problème aux autres? Est-ce que je suis héritier d'une difficulté qui est liée à des normes sociales ou bien d'une difficulté qui m'est intrinsèque? Voilà les questions qui sont souvent posées dans ce champ. Oui, alors je voulais compléter ce que disait Caroline par rapport donc, à l'histoire de l'humanité. Donc il y a beaucoup de mythes par rapport à ça. Et puis le transhumanisme. Donc avec la nouvelle technologie et puis l'armée également, il y a beaucoup de recherches qui se fait par exemple en Amérique. Là, vous avez vu peut-être le documentaire, le film Sans humains, un monde sans humains, donc qui est super. D'ailleurs, je vous le conseille. Et puis justement, on fait ce lien avec les sourds ou les aveugles. Est-ce que c'est des humains? Est-ce que en fait, on va essayer d'en faire des transhumains justement, des méta-humains peut-être? Peut-être que ce serait un nouveau mot, quelque chose à définir. Je sais pas dans l'avenir. Oui, c'est intéressant également parce qu'on pourrait se dire quelqu'un qui est compensé par l'intermédiaire d'organes artificiels qui vont être peut-être plus efficaces que des organes biologiques, qui va pouvoir voir à une très grande distance, pouvoir entendre mieux que d'autres grâce à cela, il va paradoxalement renvoyer les humains ordinaires vers une sorte de déficience qui serait du coup celle dont nous héritons par notre naissance, alors que l'humain non plus compensé mais augmenté deviendrait un humain plus qu'humain. C'est l'une des interrogations à propos du transhumanisme, qui au moment des Jeux Olympiques par le passé a déjà laissé cette question. Est-ce que quelqu'un qui a les deux jambes prothétiques et qui devient capable de rivaliser avec des sportifs qui ont deux jambes organiques peut être accusé de dopage technologique? Avec les progrès que nous connaissons, et ce n'est pas absurde de réfléchir aux conséquences éthiques de telles questions. Finalement, nous serions tous un peu obsolètes, tous un peu dépassés par ce qui pourrait attendre l'humanité, selon cette vision transhumaniste. J'aurais voulu revenir sur la notion de retard que vous aviez évoquée tout à l'heure. Oui. Vous aviez parlé de retard de développement, retard d'apprentissage, d'acquisition. Mais il y a aussi les retards de diagnostic. Et eux, c'est des pertes de chance. Et dans beaucoup de cas, des parents ou des mères racontent qu'elles avaient perçu qu'il y avait quelque chose et les médecins leur ont dit « Non, non, attendez, laissez le temps faire, un déclic va survenir,
comme quand on appuie sur un interrupteur et la lumière, enfin, toutes ces idées un petit peu curieuses qui viennent de la nuit des temps et que certains parents ont entendu souvent. Enfin, moi, dans les groupes de parents que je suis amené à rencontrer, j'entends très souvent ce genre de discours. Hein. Et la rupture que vous avez évoquée de la ligne de vie, c'est aussi pour les parents. Pour les familles, c'est un tsunami. Quand ils vont découvrir le handicap ou qu'ils vont, eux, le percevoir, qu'en plus, il est nié du côté médical pendant presque des fois 2 ans, 3 ans ou 8 ans avant d'avoir un diagnostic, c'est terrible. C'est terrible pour les familles. Elles se disent qu'elles ne sont pas allées voir les bons spécialistes, elles ne sont pas allées à la bonne porte. Et quelquefois, c'est juste un généraliste qui va faire le diagnostic. Oui, et quelquefois aussi, il peut y avoir des errances diagnostiques avec des gens qui vous disent oui, mais pour des troubles psychiques, par exemple, c'est un problème lié au rapport avec les parents. On n'a pas diagnostiqué un trouble neurodéveloppemental qui était associé. Et alors l'histoire de l'autisme le montre très bien, ça c'est frappant. Mais on voit aussi la difficulté que représente un diagnostic une fois qu'il est posé de façon trop rapide. Là, récemment, j'ai travaillé sur l'expertise INSERM concernant le polyhandicap et je me suis rendu compte que dans l'usage du terme polyhandicap, on va étiqueter des personnes comme ayant donc une déficience profonde à la fois physique et intellectuelle, alors que des gens qui sont strictement polyhandicapés au sens de la déficience intellectuelle sévère à profonde, il n'y en a pas autant que ceux sur qui on place cette étiquette. Imaginez maintenant ce que ça peut être que d'être enfermé dans son corps, tout en étant capable de comprendre, mais en étant considéré dès le départ comme quelqu'un de très déficient. Ici, c'est l'erreur d'étiquetage, je dirais même pas diagnostic, parce qu'en fait, il n'y avait pas toujours de diagnostic derrière. Mais partout, dans l'institution, dans la famille, partout, vous êtes considéré comme étant cette personne qui ne peut pas comprendre, qui a un quotient intellectuel de 50 à 30 selon les évaluations, parce que vous ne pouvez pas répondre à l'évaluation et à la passation. Oui, Alexandre Jolien, lui, il avait une infirmité motrice cérébrale et ça a déjà été très compliqué pour lui. Donc, on a fait cette erreur avec l'infirmité motrice cérébrale par le passé et on est en train de la faire encore de manière contemporaine avec certains enfants qu'on assimile au polyhandicap, qu'on place en situation de polyhandicap alors qu'ils ne le sont pas. Je crois que vous avez mis en avant le problème du débat du handicap dans la société. Aujourd'hui, je pense que on va être malheureusement, on pourrait discuter longtemps, mais on va être malheureusement obligé de s'arrêter parce que nous avons des impératifs d'horaire et que nous devons finir là. Et donc, on va vous remercier tout particulièrement de votre présentation. Alors, pour l'homme augmenté ou réparé, je vous rappelle que nous avons une conférence en fin du mois de juin sur ce sujet qui sera faite par Denis Forest. Et puis, si vous êtes là, on essaiera de mettre des interprètes. Bon. Donc, deuxièmement, je voudrais vous rappeler qu'il y a éventuellement la possibilité de signer par notre conférencier de ce soir quelques livres qu'il a édités aux éditions RS, voilà, qui sont des éditions toulousaines. Voilà. Merci, bonne soirée.